Passion Parfum d'Homme. J'ouvre avec vous sur cette question. Beaucoup estiment aujourd'hui, avec ce communiqué encore, il y a eu des réactions de part et d'autre, et certains estiment que le Niger va un peu trop vite dans ses décisions. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qui ne va pas, ou alors qui va desservir ce pays, ou alors les autorités restent en tout cas dans leur logique de libération totale contre l'impérialisme? Il faut avouer que la situation est très complexe actuellement, oui. Pas seulement pour le Niger, hein, mais pour l'ensemble des pays africains qui ont décidé de se battre, oui, pour se sortir des fourches codines de l'impérialisme français, il faut, oui, le dire comme ça. Oui. Or, ces impérialistes ont beaucoup de complicité, j'allais dire des complices comme des gangsters. Et parmi ces gangsters, il y a souvent des fonctionnaires tapis au sein de l'institution onusienne, oui, qui jouent à fond la carte de cet impérialisme étranger. La guerre, le conflit ivoirien pour ce littoral ivoirien nous a largement renseigné sur ces connexions bizarres entre ces fonctionnaires de l'ONU et, n'est-ce pas, des hommes riches de l'Occident sur notre sol. Vous vous souvenez d'un certain Wang Choi? Effectivement, oui. De triste mémoire, qui était en réalité un envoyé de l'ONU entre guillemets, mais qui était à tuer à toi avec la rébellion ivoirienne. C'est exactement, j'ai l'impression, que ce que nous assistons. Je vous avais dit sur ce plateau, c'est le moment plus que jamais où il faut être vigilant. Oui. Il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de vigilance et de détermination pour vaincre. On a gagné cette bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Et là, la démonstration en train d'être faite aujourd'hui avec ce qui se passe, c'était une opération d'ostracisme vis-à-vis des nouvelles autorités nigériennes. D'accord. On les empêche d'assister à ce sommet de l'ONU, de prendre la parole au niveau de la tribune. Entre autres, ils ont cité plusieurs événements. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres événements qui se sont passés où les portes ont été fermées d'une manière où on ne comprend pas très bien. Ils dénoncent la complicité de la France. Mais c'est la France qui tire. D'autres événements et postures qui tentent à démontrer que la position du Niger aujourd'hui n'arrange pas du tout les affaires du camp occidental. C'est le cas des États-Unis d'Amérique qui, comme réveillés d'un sommeil, condamnent déjà ce qu'ils appellent le putsch au Niger. Effectivement, oui. Décident, n'est-ce pas, de suspendre leur aide qui se chiffrait en plusieurs centaines de millions de dollars à l'Ukraine. Pardon, au Niger. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le bloc occidental, peut-être que les événements que vous avez annoncés en prélude de cette émission avec ce qui se passe actuellement au niveau du Moyen-Orient, ouvre davantage les jeux et pousse davantage les faucons du camp occidental à aller très vite en besoin en prenant des mesures drastiques pour éliminer, écarter toute velléité de ceux qui dominaient hier, de tenter de se sortir de ces fourches codines. Et là-dedans, on peut aussi mettre le fait que l'un des partenaires stratégiques du Niger dans son combat pour sa libération, aujourd'hui, qui est le Burkina Faso, a signé un accord avec l'État islamique d'Iran. Alors, tout ça, je vous dis, vous mettez ça côte à côte, le puzzle commence à prendre forme, et vous comprenez très bien que nous sommes ici face à une véritable bataille qui n'est qu'à son commencement. Ce n'est que le début de cette guerre, d'où la nécessité, on ne dira jamais assez, de nous tous, de tous ceux qui sont dans la ligne de fond de ce combat aujourd'hui, que sont la République centrafricaine, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de redoubler d'ardeur patriotique et d'être extrêmement vigilants. Parce que ce n'est que le début de la Grande Guerre. Moi, je vous ai dit ici hier que je ne pense pas, et ça s'est démontré dans l'histoire, que le camp occidental va se retirer de ces espaces où se servaient à bouche que vêtue, qui étaient devenus leur grenier, sans qu'on ait vraiment des moments d'affrontement violent. Ce qui se passe entre Israël et la Palestine, on ne doit pas le voir comme des... Bon, c'est vrai, quelqu'un a traité les militants de l'autre camp d'animaux humains. Non, ce n'est pas seulement parce que ces gens, prétendument, seraient des animaux humains qui se comportent comme ça. C'est l'analyse, c'est le constat de plusieurs décennies, n'est-ce pas, de violence, de rejet, de refus même d'humanité de ces gens qui conduisent ce que nous voyons là. Donc, nous, si on pense qu'on va continuer à être poli avec eux, prendre les mêmes avions qu'eux, être dans les mêmes séminaires avec eux, sans commencer à créer, de point de vue organisation, de véritables commandos dans tous les sphères de la vie. Sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan économique, de véritables commandos
pour aller à la bagarre, j'ai bien l'impression qu'on risque de sortir de notre rêve un peu groggy. Donc, c'est le moment, plus que jamais, de dire à tout le monde, à tous ceux qui sont dans ce combat, surtout ceux qui sont en ligne de front, je pense au centrafricain, le président Faustin Archange Touadéra, oui. Je pense au capitaine Ibrahim Traoré, je pense au colonel Assimi Goïta, au général Tchani. C'est le moment plus que jamais de tisser des passerelles, de tisser des liens, pour qu'il y ait une coordination dans la démarche de tout ce qu'ils font ensemble aujourd'hui, parce que l'ennemi, lui, les prend déjà comme des gens qui sont ensemble et dont il faudra détruire par tous les moyens. Merci pour ce premier jet patient parfait, donc président Matomba. On va donc cette décision des autorités nigériennes après le départ de l'ambassadeur de France, par exemple, du territoire nigérien. Il y a eu d'autres décisions du genre. Aujourd'hui, c'est la diplomate onusienne qui est sommée de quitter le territoire, et ce dans 72 heures. Alors, une décision, il faut rappeler que cela nous rappelle également cette autre décision aujourd'hui, d'ailleurs il y a quelques heures du côté de Mali, juste pour faire la parenthèse, pour voir un peu comment aujourd'hui ces États sont en train de fonctionner et où est-ce qu'ils sont en train d'aller, parce qu'on rappelle également pour nos téléspectateurs qu'au Mali, on a par exemple annulé l'autorisation de reprise des vols Air France dans le pays, alors que cette compagnie pensait reprendre justement ces vols. Les autorités maliennes ont annulé cela. Président Matomba, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers justement ces actes, ces dénonciations? On rappelle qu'on en a parlé dans une précédente édition et certains estimaient que le Niger se plaint beaucoup. Ben, il faut dire déjà, si vous me permettez de faire un léger commentaire par rapport à la décision du Mali d'annuler de nouveau les vols Air France, la reprise des vols Air France. Il faut comprendre, il faut partir du principe que c'est d'abord Air France qui a décidé de suspendre ses vols, croyant pouvoir faire du mal au Mali. Croyant. Mais quelques temps après, ils ont décidé de reprendre les vols et le Mali a décidé de suspendre. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, Madame Siké, c'est que si vous prenez une compagnie comme Air France qui vole sur le Mali, vous avez un minimum de 300 passagers par vol. Et dans 300 passagers par vol, vous avez une moyenne de billets d'avion qui tourne autour de 600 000 francs. Bon, quand on enlève les taxes, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ces compagnies-là, elles sont grandes, elles vivent parce qu'elles voyagent sur le continent africain. Et le plus grave, Madame Siké, c'est que si vous prenez la valeur d'un billet au départ de Paris pour Bamako, au départ de Paris pour Bamako, il est moins cher. Mais au départ de Bamako pour Paris, il est 2 fois plus cher. Ça veut dire qu'en réalité, les Africains payent les billets beaucoup plus chers et nourrissent donc ces compagnies. Ce n'est pas à ces compagnies de nous faire le chantage quand elles désirent. Lorsqu'elles disent, comme elle a fait dans le temps, suspension pour suspension parce qu'il y a eu un coup de force et que après elle se rend compte qu'en réalité c'est elle qui perd. C'était juste du chantage. Les autorités maliennes ont une sorte de suspension. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est Air France qui est en train de tout faire pour voler sur le Mali. Ce n'est pas le Mali qui redemande à Air France de voler. Tout à fait. Pour preuve, celui qui a, dans une manigance dont on ignore, aurait autorisé, n'est-ce pas, la reprise des vols d'Air France a été licencié au niveau du Mali. C'est pour dire qu'il y a toujours ces complicités internes ou ces personnes qui sont rapidement achetables pour la cause des autres, croyant qu'ils servent. Parce qu'en réalité, allez savoir les pertes des France aujourd'hui au Mali. Ce sont des marchés qu'il faut conquérir. En fait, l'Afrique, si vous voulez, en général, est un marché pour eux. Et c'est des marchés qu'il faut conquérir. Madame, ne perdez pas de vue que les pays africains aujourd'hui peinent à avoir des véritables compagnies aériennes en dehors d'Ethiopian Airlines, Sky, qui eux ont réussi, n'est-ce pas, à se maintenir pendant plusieurs années. Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, même la maintenance de ces compagnies aériennes, la maintenance n'est pas assurée par des compagnies étrangères. Ce qui a tué Air Afrique, tué la plupart des compagnies africaines, c'est que les compagnies étaient entretenues, la maintenance se faisait par des compagnies, tenez-vous tranquille, étrangères, qui elles-mêmes avaient des vols qui venaient, n'est-ce pas, sur ces territoires-là. Mais vous pensez que ces compagnies sont mortes au profit des autres compagnies? Pourquoi? Plus grave, on a eu à embaucher dans des compagnies africaines, si vous voulez, des dirigeants européens pour venir manager ces compagnies qui, elles, font concurrence avec
les compagnies occidentales. Mais c'était clair que ces dirigeants allaient tout simplement... Il y a un conflit d'intérêt, oui. Donc, vous allez voir que les compagnies aujourd'hui africaines qui se lèvent sont celles qui sont, dirigées d'abord par des nationaux, de ces différents pays. La maintenance est assurée par des Africains. C'est pour cette raison que nous pouvons avoir la fierté quand même d'avoir quelques compagnies qui volent. Mais nous devons donc encourager les Africains à utiliser beaucoup plus ces compagnies parce que malheureusement ou heureusement, c'est l'économie africaine qui se développe grâce aux compagnies africaines. Donc ça, c'était un passage pour revenir donc sur votre question concernant le Niger, Madame Siké. C'est pour dire que les fonctionnaires des Nations Unies, si vous voulez, sont avant tout des citoyens des pays. Ne l'oubliez jamais. Il n'y a pas un État qui s'appelle Nations Unies et qui lui envoie des fonctionnaires un peu partout travailler. Ce sont des citoyens des pays. Un, ils ont leur sensibilité. Deux, ils peuvent avoir des instructions données par leurs différents pays. Oui. Trois, il y a donc le jeu qui est joué au niveau de la superstructure qui est dans les Nations Unies. Donc, il est évident que ce qui se passe aujourd'hui au Niger, comme dans les autres pays, c'est une forme d'oppression. C'est une forme de compression même. On essaye de renfermer, n'est-ce pas, ces différents pays en leur disant, puisque vous avez opté pour ce chemin, puisque vous avez décidé de collaborer avec, parce que ce n'est pas trop le coup de force qui fait problème. Ce sont les différentes collaborations que ces pays sont en train d'initier qui font problème. Oui. Parce qu'en réalité, Madame Siké, qui sont les donateurs des Nations Unies? Pensez toujours à ceux qui décaissent avant de voir les conséquences de ce qui est appliqué. Parce que celui qui finance les Nations Unies, c'est qui en gros? Ce sont eux qui dictent la loi. Ce sont eux qui disent au secrétaire général aujourd'hui, oui, ben, tu es là, tu es secrétaire général juste pour être secrétaire général. En réalité, tu n'as pas, c'est nous qui décidons. Et tu dois suivre la politique qui est décidée par nous. C'est pour cette raison que vous allez voir ces comportements vis-à-vis du Niger. On doit les empêcher d'être en Suisse, en Arabie Saoudite, aux Nations Unies et bien d'autres. Mais alors, il faut que les Nigériens comprennent aussi que il arrive à un moment où vous vous posez des questions si votre présence même dans ces lieux-là est importante pour le pays. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on va y discuter ou qu'est-ce qu'on va débattre dans ces instances-là? Parce que cette instance, si vous voulez, ou alors ces instances existent depuis des années. C'est pour cette raison que j'aime parler du bilan, Madame Siké. Quand on a fait un bilan de coopération, prenez le cas de la MINUSMA, MINUSCA, MINUSCO et tout ce que vous voulez dans nos différents pays. Vous allez voir que le bilan est tout simplement un échec de coopération, de maintien de paix. D'abord dans un premier temps. Maintenant, prenez toutes les agences onusiennes. Lutte contre la famine, lutte contre la fièvre de ceci, lutte contre ceci, organisation de l'administration, ceci et autres, tout un tas de trucs, le PNUD, aide au développement. Donc, tout ce que vous voulez, prenez toutes ces agences qui, elles, viennent, elles ont des structures dans vos États, et puis disent qu'elles vous assistent par rapport à votre gouvernance. Mais quand même, et elles sont financées pour ça. Elles bénéficient, n'est-ce pas, des contributions de plusieurs États pour ça, pour être là, pour vous assister, entre parenthèses, comme si on vous dénie la capacité, n'est-ce pas, de vous-même pouvoir vous manager. Et nous courons pour aller dans ces instances-là, je ne sais pas trop, pour pleurer, ou pour nous plaindre, ou pour, je ne sais pas, demander, je ne sais pas trop quelle aide, parce que là encore, vous avez évoqué cela, et je pense que le doyen Parfum d'Homme est revenu dessus, sur l'aide américaine qu'ils ont décidé de suspendre. Tout à fait. Ma foi, cette aide-là, elle sert à quoi au Niger depuis? Le problème qu'on a, Madame Siké, c'est que nous avons des dirigeants, malheureusement, qui sont peu visionnaires. C'est pour cette raison que nos différents pays sont des pays assistés et vivent aux dépens des aides. Il n'y a aucun pays africain qui puisse nécessiter, je vous le dis encore dans le fond, une aide d'un pays de l'Occident pour pouvoir vivre. Aucun, ça n'existe pas. Parce que presque tous nos pays africains sont riches en hommes. Je parle de la ressource humaine. Sont riches en ressources naturelles. Donc, lorsque nos dirigeants arrivent et ont une faible capacité, n'est-ce pas, de développement ou alors une faible vision pour nos différents pays, il est clair qu'ils vont, n'est-ce pas, s'accrocher à ces aides. Mais à quoi servent ces aides, Madame Siké? Pour la plupart, ces aides servent au fonctionnement. On vous aide pour
c'est-à-dire qu'au fond, pas à l'investissement. Ouais. Et puis un matin, on vous dit, on va couper les aides qui s'élèvent à je ne sais pas combien de millions, comme si ces aides ont fait quelque chose depuis, si on veut établir dans le bilan de la coopération et des aides depuis plusieurs années, comme si ces aides ont servi non seulement à développer le pays, mais à permettre aux citoyens de vivre dans de meilleures conditions. Il faut aujourd'hui que les dirigeants aient la capacité d'avoir la froideur de regarder leur pays, de regarder les citoyens et de regarder, de construire le pays à la base de ce que le pays détient déjà. Ça, c'est la première des choses. Parce que, je dis bien, il n'y a aucun pays africain qui est pauvre. Le malheur que nous avons, c'est que nous avons des dirigeants pauvres. Et nous avons donc des dirigeants qui, eux, sont focalisés vers l'aide et se disent que c'est grâce à l'aide que... Non, 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 on n'a pas besoin de ces aides-là. Donc, il est important de savoir que même dans cette structure qu'on appelle Nations Unies, qui refuse de comprendre qu'on est dans un monde en pleine mutation. Parce qu'il s'agit de ça. Le monde est en pleine mutation. Il y a une construction d'un monde multipolaire qui est grandissant. Donc les États-Unis, les Nations Unies, autant pour moi, ne peuvent plus dicter leurs lois comme ils le pensent et comme ils le désirent. Ça ne se passe plus comme ça. Qu'un fonctionnaire des Nations Unies se permette de donner des injonctions à un président dans un pays parce qu'il serait le représentant, n'est-ce pas, d'Antonio Guterres, le secrétaire général, ou alors que le secrétaire général lui-même donne des injonctions, n'est-ce pas, à un président de la République. Madame, c'est que ça ne se fait pas. Et ils doivent comprendre que le en pleine évolution doit pouvoir tenir compte, n'est-ce pas, de toutes ces réalités-là. Merci à vous, Président Matomba, Docteur Sango. Alors, on a donc cette décision des autorités, bien sûr, nigériennes. Madame l'ambassadrice doit quitter le territoire. Et de l'autre côté, comme l'ont relevé ici sur le plateau, les invités, on a cette aide qui a été suspendue par les États-Unis quand on connaît également la place qu'occupent les États-Unis au sein des Nations Unies. Oui, je pense que la suspension de l'aide aujourd'hui doit être appréhendée par nous, panafricanistes, comme étant une action positivement fertile. Positivement fertile parce que l'aide publique au développement est un poison, un cancer. On l'a déjà démontré ici à suffisance et je le démontre également dans ma thèse de doctorat où je parle de l'instrumentalisation de l'aide publique au développement dans les relations internationales. Donc aujourd'hui, on ne doit pas s'apitoyer sur ça. On doit plutôt se féliciter, être content d'avoir, n'est-ce pas, ici, délié cette aide-là. La superstructure occidentale aujourd'hui a réussi à se maintenir sur le plan international, Madame Siké, à cause d'un certain nombre d'éléments que j'appelle souvent la technostructure, qui travaille dans les 5 coins du monde. Aujourd'hui, au Mali, l'une de ces technostructures a été touchée. L'une de ces technostructures, c'est quoi? C'est les bases militaires étrangères. Les bases militaires étrangères, les bases militaires onusiennes. Le combat des autorités nigériennes aujourd'hui serait un combat inachevé si les autorités nigériennes ne s'attaquaient pas aux bases étrangères onusiennes. Parce que les bases militaires onusiennes travaillent en concubinage incestueux avec les bases occidentales en Afrique. On ne peut pas faire un distinguo entre les bases françaises au Niger et les bases onusiennes. C'est des mêmes acteurs. C'est des acteurs qui travaillent ensemble. Donc, moi je pense que les autorités nigériennes ont voulu rester cohérents dans leur combat en demandant le départ des forces onusiennes parce que les forces onusiennes sont là pour jouer le rôle de la superpuissance de l'idéologie occidentale. Les Nations Unies aujourd'hui, on ne va pas revenir là-dessus. C'est une institution qui a été galvaudée, qui a été instrumentalisée. Bien que ayant reçu pour objectif officiel le maintien de la paix et de la sécurité à travers le monde, cette institution-là s'est transformée plutôt en un instrument de fonctionnement et d'organisation du terrorisme à travers le monde. Si on fait par exemple l'historiographie politique des interventions militaires ou onusiennes à travers les coins du monde aujourd'hui, le bilan est négatif. On ne peut pas me démontrer un seul endroit dans le monde où les Nations Unies ou les bases militaires étrangères occidentales ont réussi à ramener la paix là où sévissaient les crises. Donc je pense que l'histoire
nous instruire là à suffisance dessus. On doit comprendre aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de ces forces d'occupation, de ces forces qui font en sorte que les pays africains ne puissent pas penser leur processus de développement. Oh, oui. Aujourd'hui, les autorités nigériennes viennent de rapporter d'un pas leur combat. Un pas qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, ici, embrasser comme étant une victoire définitive. Okay. Parce que, comme l'a dit si bien le doyen Parfendom, oui. Nous sommes dans un combat contre un système. Et la lutte contre un tel système n'est pas souvent facile. Lorsqu'on lutte contre un système, les acteurs de ce système également réfléchissent pour maintenir ce système. Oui. Effectivement, et même en sociologie politique, en sociologie de résolution des crises, il est démontré que parfois on peut contre un système jusqu'à peut-être à son dernier retranchement, mais que ce système-là revienne avec des mécanismes de frappe tellement élevés. Je prends souvent un exemple à travers avec le cas du Cameroun. Oui. Parce que dans les années 90-91, on a vu que le système camerounais a failli s'ébranler. Les années de crise, 92. Mais le système camerounais a réussi à se maintenir comment? Parce que les acteurs du système ont su implémenter, n'est-ce pas, deux éléments de la dernière minute, à savoir l'organisation de la tripartite et la restauration du poste de Premier ministre. Ces deux éléments ont suffi pour que le système en place aujourd'hui au Cameroun ne puisse pas basculer. Transposé sur le plan international, c'est la même chose aujourd'hui avec la France-Afrique, le système de la France-Afrique. Oui. Ce système-là est aujourd'hui en difficulté, mais rien ne démontre qu'il peut revenir avec toute sa force. C'est pour cela que moi, j'en appelle à l'éveil des autorités nigériennes et des acteurs politiques africains en général, pour qu'ils travaillent ensemble. Parce que le Niger seul ne peut pas remporter cette bataille. Il faudrait que les pays africains aident le Niger, travaillent dans le sens du Niger. D'accord? D'accord. C'est pour cela qu'il faut saluer, par exemple, l'alliance du Liptako-Gourma, oui, qui avait été signée entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Oui. Cette alliance-là qui démontre aujourd'hui que sur le plan opérationnel, les choses ne peuvent plus se passer comme ça se passait avant. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que les décisions des forces nigériennes, des nouvelles autorités nigériennes aujourd'hui, est la résultante d'un certain rapport de force qui s'opère non seulement au niveau régional, mais aussi et surtout au niveau international. Il ne faut pas dissocier ce que nous vivons au niveau international avec les attaques du Hamas. C'est le système sur le plan international. Donc aujourd'hui, il faudrait que les présidents africains travaillent ensemble, posent des actions qui vont davantage dissuader l'ennemi. Parce que l'ennemi ne va pas partir par la coopération, par la négociation, par la médiation. Ce qui va faire partir l'ennemi, c'est les rapports de force sur le terrain. Tant que le rapport de force ne sera pas dissuasif sur le terrain, les puissances occidentales continueront toujours à rester en Afrique. On n'en a pas fini avec vous parce qu'on refait l'autre tour pour parler d'un autre point. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.